Bonjour à tous. Je vais commencer par un prolégomène un peu simple. Quand le directeur de cabinet de la ministre m'a dit que ce serait bien que j'aille m'exprimer dans vos états généraux psy-radicalisation, mon détecteur à aquaplaning s'est mis à clignoter. Et je me suis dit, terrain glissant. Et donc, je me mettrai exactement dans le même état d'esprit que celui que Laurent Prévost a illustré à l'instant, c'est-à-dire l'idée de participer à vos travaux, d'apporter une pierre, un regard partiel, vu d'un territoire, sur un sujet sur lequel personne ne serait en situation de dire que la solution existe. Et du coup, participer à vos travaux, ça veut dire pour moi déjà assumer trois petits paradoxes, mais je préfère les poser tout de suite. Le premier paradoxe, et Laurent a prononcé le mot à l'instant, c'est celui que nous sommes dans une démarche où il y a beaucoup de modestie, beaucoup de prudence, du tâtonnement, et donc de l'expérience, et des expériences qui vont réussir et d'autres qui vont échouer. Mais savoir ça, ça ne veut pas dire que l'on ne doit rien faire, que l'on ne peut rien faire. Je pense que l'on peut assumer le fait que le tâtonnement n'est pas de l'errance, ou que la modestie ne doit pas conduire à la procrastination. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième, c'est que, pour le dire aussi un peu directement, la demande sociale sur le sujet sur lequel vous travaillez depuis 3 jours est extrêmement forte et elle est nourrie, évidemment, de beaucoup de fantasmes, notamment ce fantasme qui nous traverse tous de la prédictibilité du passage à l'acte. Et donc, nous savons parfaitement, et la ministre, je crois, l'a redit très clairement dans son propos jeudi, nous ne sommes pas nous n'adhérons pas, nous ne nous laissons pas porter par ce fantasme, mais la demande sociale, il faut savoir la mesurer. Il faut qu'on soit dans une réponse pluridisciplinaire, une réponse interinstitutionnelle, une réponse qui fasse dialoguer des cultures qui ne dialoguent pas, mais que chacun soit à sa place et dans ses prérogatives. Et donc, à partir de là, évidemment, mais j'y reviendrai, ce qui va compter, c'est notre capacité à travailler les synapses entre les différents interlocuteurs. Troisième paradoxe, celui-ci, peut-être que le mot de paradoxe est un peu chic pour ce que je vais dire, c'est que, pour dire d'où l'on parle, moi j'ai la chance et l'honneur de diriger l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui n'est pas une agence médicale, qui est une agence administrative chargée d'organiser et de piloter le système de santé sur un territoire, c'est-à-dire assurer la tutelle sur les établissements de santé, assurer la gestion de certains fichiers qui vous ont fait, je crois, ont nourri le débat d'une des tables rondes ce matin. Donc nous ne sommes pas un établissement qui aurait la possibilité de projeter des forces, confère ce que je disais sur le fantasme de la prédictibilité, c'est-à-dire nous aurions dans un garage des psys que nous pourrions envoyer sur n'importe quelle situation et qui diraient que dans 4 jours, 6 heures et 27 minutes, telle personne passerait à l'acte. Donc on n'est pas dans cette dynamique-là, et en même temps, nous sommes au premier rang avec les préfectures pour faire face à une demande sociale qui n'est pas une demande sociale uniquement venue d'une partie de la société extrémiste ou tout ça, qui est une demande sociale quotidienne qui vient très largement irriguer la société. Une fois rappelé ces trois paradoxes et d'une certaine manière assumer du coup le caractère tâtonnant de la démarche, je voudrais redire à la suite de la ministre, par construction mais aussi par conviction, redire quelques-uns de ces principes. Évidemment, s'agissant du lien entre la santé et la radicalisation,
on sait, je le redis en introduction, non pas pour vous convaincre, mais pour placer mon propos sous cette égide-là, on sait que les mécanismes liés à la radicalisation n'apparaissent pas, n'obéissent pas à une pathologie ou à un modèle spécifique psychiatrique, mais plutôt, évidemment, comme une interaction complexe. Et dans ces interactions, évidemment, je mets les facteurs sociaux, politiques, culturels, historiques et interpersonnels. Je mets aussi, parce que c'est aussi notre boulot quotidien, que ce soit à l'agence ou aux préfectures, je mets aussi les inégalités territoriales et sociales qui sont des facteurs à prendre en compte. Deuxième remarque, l'enjeu demande évidemment la mobilisation de tous et de toutes, y compris et en particulier des professionnels de santé, mais les professionnels de santé dans leur grande diversité, évidemment les médecins, mais aussi les infirmières, les aides-soignants, les sages-femmes, évidemment, les psychologues, les différents cliniciens. Pourquoi ? Non pas pour le plaisir de dire que c'est la mobilisation collective, mais précisément parce que l'absence de modèle, de recettes éprouvées, implique que la réponse que l'on construise soit co-construite et qu'elle parte du terrain et des publics. Le terrain, ce sont les professionnels du sanitaire, de l'éducation, du social, de la justice, qui sont au quotidien potentiellement au contact des personnes radicalisées ou en voie de l'être, de leur famille et de leur entourage. Ce sont ces professionnels qui peuvent le mieux développer des interventions transversales, mais encore une fois, la transversalité, ça n'est pas que chacun puisse tout faire. La transversalité, ça implique que chacun fasse ce qui est de sa responsabilité. Les professionnels de santé, troisième remarque, ont donc bien un rôle à jouer concrètement dans le repérage des jeunes et des adultes en difficulté et dans la contribution à l'élaboration d'un projet global avec les partenaires des autres champs, prévention spécialisée, éducation nationale, aide sociale à l'enfance, tous ces interlocuteurs qui sont au quotidien sur le terrain. Pour construire un projet global de réponse et en y engageant des actions de soutien et, le cas échéant, évidemment, avec un axe thérapeutique. L'approche sanitaire peut aussi, doit aussi faciliter l'identification des facteurs visant à protéger les individus. Mais, je veux le redire ici, une fois qu'on a dit que le secteur sanitaire avait une responsabilité toute particulière, la réalité, c'est que la prise en charge des jeunes et adultes présentant des troubles mentaux, je fais comme Laurent, je ne suis pas médecin, pas professionnel de santé, donc je vous demande, plutôt même, j'allais dire, j'implore une certaine indulgence sur le vocabulaire, mais la prise en charge des jeunes et adultes qui présentent des troubles mentaux qui pourraient faciliter le phénomène de radicalisation, c'est ce que nous devons construire, mais je le redis et d'une certaine manière je l'assume, nous n'avons pas de dispositifs, de dispositions spécifiques liées à la radicalisation qui nous imposerait ou qui nous permettrait, suivant qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, de déroger aux dispositions, notamment relatives au secret professionnel. C'est un point très important. Mais plus fondamentalement encore, je crois que nous n'avons pas et que nous devons garder à l'esprit qu'il n'y a pas de spécificité dans la prise en charge des personnes radicalisées du point de vue du système de santé. S'il y a une spécificité forte des personnes radicalisées, c'est, de ce que je comprends des remontées du terrain, c'est qu'il arrive que certains professionnels, je ne sais pas quelle est la bonne expression, mais d'une certaine manière, au sens extrêmement strict de l'expression, perdent littéralement leurs moyens, comprendre par là leur habitude, leur savoir-faire, leurs habitudes de travail, devant des personnes radicalisées, et perdent leurs moyens et du coup soient conduites d'une certaine manière à considérer qu'il faudrait pratiquer différemment de ce qu'ils font d'habitude. Et ça, je pense que c'est un des premiers acquis des travaux,
c'est qu'il n'y a pas là-dessus à déroger à des modalités de prise en charge encadrées. Et du coup, évidemment, ce qui va compter, c'est la coopération entre les différents acteurs mobilisés. Je ne reviens pas, enfin j'y reviendrai un instant, sur l'expérience, puisqu'on peut la qualifier comme ça, de structuration qui est mise en œuvre dans le Val-de-Marne. Je voudrais justement balayer quelques-unes des modalités de travail que nous expérimentons. Encore une fois, nous ne déployons pas une vision intégrée, complète, et dont nous serions convaincus quelle est la réponse globale à tout. Nous essayons de construire les interfaces et d'assurer que ces interfaces, elles mettent chacun des professionnels en sécurité, en responsabilité, mais dans le cadre de ce qu'il sait faire. Évidemment, le dialogue entre les deux mondes, le monde administratif, en tant qu'il serait aussi le représentant d'une forme d'injonction sociale et politique, et le monde de la santé, c'est là que l'agence a un rôle extrêmement important. Nous avons d'abord, et c'est au niveau de l'agence, que nous avons un binôme centralisé de pilotage administratif et médical qui va animer un groupe de 8 référents départementaux, puisqu'il y a 8 départements, à la vérité, la préfecture de police ayant sur ces sujets un statut particulier, de 8 référents départementaux qui sont les interlocuteurs privilégiés des préfectures. Ces référents départementaux ont pour première mission de travailler en lien avec les cellules évoquées tout à l'heure des préfectures sur les informations relatives aux soins sans consentement dans le respect, je le redis, ça peut paraître comme si je mettais une ponctuation, mais je le dis de manière extrêmement solennelle, dans le respect du secret médical et du droit des patients. Ces cellules étudient la situation des situations individuelles et notamment avec une attention particulière aux mineurs et aux mineurs, notamment de retour des zones de conflit. Sur la question plus précise des soins sans consentement, l'agence a aussi le rôle de veiller au respect des droits des personnes hospitalisées ou bénéficiant de soins ambulatoires sous contrainte. Les expériences en cours montrent que les liens partenariaux étroits noués entre les délégations départementales et les préfectures permettent de lever un certain nombre de freins liés aux différences de mission, d'approche, tout en respectant le contour des obligations des uns et des autres. Je souhaiterais citer par exemple l'exemple des bonnes pratiques, je crois, que nous sommes en train de mettre en place dans le département de l'Essonne, porté par la psychiatrie publique au sein de l'hôpital Barthélemy-Durand, et fruit d'un groupe de travail piloté par la délégation départementale qui cherche à faciliter une prise de décision collégiale sur l'opportunité de signaler des situations particulières concernant des personnes suivies par la psychiatrie. Plus récemment, et Laurent Prévost y faisait référence, nous avons lancé un travail dans le Val-de-Marne avec des liens tissés par les services préfectoraux, la délégation départementale et des médecins psychiatres, afin de créer des canaux de communication via la CME, permettant au secteur d'être informé si des personnes bénéficiant d'un suivi psychiatrique se retrouvent avec un suivi de la préfecture pour radicalisation. Je trouve, de ce point de vue-là, qu'il est très intéressant de voir, et c'est à ma connaissance le seul département, y compris en France, où on a fait ce renversement de focale, de dire qu'il pouvait y avoir des informations qui partent des préfectures à destination des professionnels de santé. Sur une catégorie de public très spécifique, l'agence s'est vue confier l'organisation du bilan médical à l'arrivée des mineurs de retour de zones de conflit et de la zone de conflit irako-syrienne en particulier. C'est un bilan somatique et médico-psychologique qui permet de vérifier l'état général de la santé de l'enfant, de diagnostiquer un éventuel syndrome de stress post-traumatique et de repérer tout besoin de prise en charge médicale. Pour cela, l'agence s'appuie sur 3 équipes ressources, pédiatres, pédopsychiatres et psychologues, qui se répartissent sur le territoire régional pour le suivi de parcours et de prise en charge. Avec évidemment, on prend cet exemple,
le sujet majeur du lien derrière avec les conseils départementaux en termes d'aide sociale à l'enfance, en termes de PMI. Et on voit bien que dans le sujet, et pour moi c'est ça la responsabilité de l'État au premier chef, c'est de travailler la gouvernance, le mot n'est pas le bon, les synapses entre les différents acteurs, parce qu'on peut perdre en route beaucoup de la qualité et de l'investissement préalable qui avait été mis. Je voudrais dire un mot juste, parce que pour la région, c'est un sujet sensible, même s'il il a fait l'objet d'une intervention, je crois que c'était hier, par le docteur Monod. Mais nous avons aussi le sujet de la prison, qui est un sujet qui, pour ma part, me préoccupe beaucoup. Et donc, oui, Guillaume Monod intervenait vendredi sur le traitement de la radicalisation en milieu pénitentiaire. Évidemment, même s'il y a tous les cas de figure, on peut quand même s'accorder en partie sur le fait que la prison est plus souvent la conséquence que l'origine de la radicalisation. Ceci amène des interfaces avec l'action antérieure sur le retour des enfants, souvent très jeunes, car leurs mères, au retour des zones irako-syriennes, peuvent être directement incarcérées. Une réflexion est en cours à partir des observations de ces 3 équipes dédiées à la pédopsychiatrie. Elle a besoin d'être partagée et co-construite au sein d'un groupe de travail que l'agence a lancé, parce que la question de la prise en charge de psy des personnes sous main de justice, qu'elle concerne les personnes avec des troubles psychotiques avérés, le soutien aux familles ou le suivi des personnes avec d'autres troubles cliniques, nous ne sommes pas encore au niveau et nous devons renforcer. L'agence a par ailleurs organisé en fin d'année dernière une journée de sensibilisation. Alors on a tous les mots sous forme de litotes ou d'épithètes homériques qui permettent de mettre un peu à distance une forme d'insatisfaction vis-à-vis des mots. Mais bref, nous avons organisé cette journée de sensibilisation, réuni un conseil scientifique composé de professionnels en santé mentale, et ce comité a exprimé la volonté de pouvoir aboutir à l'organisation d'une démarche en réseau, ce qui veut dire qu'il puisse conduire à, avoir des dynamiques régionales de prise en charge de la radicalité, des radicalités. Je finis juste sur 2 mots. Je voudrais insister sur un point. Bien que réactive et nécessaire dans un contexte d'urgence, dans une pression sociale qu'on ne peut pas balayer, l'approche de la prévention qui se déroule essentiellement à partir du repérage des signes indicatifs de radicalisation comporte une importante série de limites. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de renforcer, en cohérence avec les interventions faisant suite à du repérage, les programmes centrés sur la promotion de la santé et la prévention primaire avec une approche positive. Les actions qu'on a citées plus haut, notamment celles décrites par Laurent Prévost, doivent être complétées par des actions qui visent à promouvoir les facteurs de protection en santé mentale. Et elles sont par ailleurs mises en place dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales dont j'ai voulu souligner l'importance. Un exemple de ces actions organisées en partenariat étroit avec l'éducation nationale et les collectivités est le renforcement des actions de développement des compétences psychosociales, y compris destinées aux enfants en primaire. L'objectif est le développement de compétences pour résoudre les conflits de manière pacifique en renforçant le respect de l'autre. Mais je veux dire par là que la prévention, c'est aussi un axe, même si à court terme, on ne peut pas dire que sont tels ou tels les résultats, mais c'est un axe extrêmement fort. C'est ainsi que nous lançons une expérimentation en Seine-Saint-Denis avec un projet piloté par le CRIPS qui comporte une formation spécifique en direction des acteurs du social et de la santé, couplée d'une série de séances d'intervention directe dans 5 lycées de la Seine-Saint-Denis. Ces initiatives sont des premiers pas. Beaucoup d'autres nous attendent car les évolutions que nous avons lancées vont créer aussi de nouvelles demandes. C'est sur les éléments qui s'en dégageront que nous pourrons mieux bâtir une politique sanitaire rationnelle et efficace de lutte
régionale et de mobilisation régionale. Merci beaucoup de votre écoute attentive et surtout, merci aussi d'accepter que les pouvoirs publics dans leur ensemble assument sur ces sujets de la modestie, mais la modestie n'est jamais l'antonyme de la résolution et de la détermination à mettre en œuvre, à expérimenter, à évaluer, à revenir en arrière s'il faut, mais à devoir inventer de nouvelles modalités de coopération les uns avec les autres. Merci beaucoup.